Merci. On va vous parler un petit peu de formation professionnelle et je vais très rapidement, je vais essayer d'être très très rapide, vous présenter quand même le contexte. Le contexte notamment j'expliquerai ce qu'est PowerPeps et pourquoi on est parti sur cette direction-là. Alors l'Institut français du pétrole, voilà, on va avoir deux grands éléments, le contexte, les méthodes, les outils, et puis aussi une deuxième partie, une étude de cas qui vous sera présentée par Éric Fagot. Bonsoir. Voilà. IFP Training, dans la formation professionnelle, il faut savoir que c'est le leader mondial de tout ce qui est formation professionnelle dans l'oil and gas. Donc je vous montre simplement une vue un petit peu large de tout ce qui est effectué. Quelques chiffres quand même, on forme 15 600 participants. Pourquoi je vous présente tous ces chiffres? C'est pour vous montrer que dans notre concept, on a forcément voulu industrialiser quelque part l'apprentissage et l'enseignement. Voilà, 1400 formations, et on a surtout un chiffre important, on a 100 formateurs permanents et 600 experts du domaine qui interviennent chez nous et qui ne sont pas forcément des pédagogues dans l'âme, mais par contre ce sont des experts du domaine pétrolier. Et la difficulté à laquelle on a été confronté, c'est de transformer ces gens en pédagogues le plus rapidement possible, en les soutenant en tout cas avec des méthodes, avec des outils. Voilà. Donc on a travaillé dans le département innovation et qualité pédagogique à la mise en place d'une méthode. On va la balayer très rapidement. Donc on est un département qui est transverse à toutes les directions. On organise la veille, le pilotage de l'innovation, je passe très rapidement. On a mis en place une politique pédagogique aussi, de manière à organiser toutes nos interventions et tout nos travail pédagogiques. Et on a beaucoup travaillé sur les méthodes d'évaluation et puis sur la protection de nos données, parce qu'on est bien sûr dans un domaine très concurrentiel dans lequel on a beaucoup de concurrents qui sont friands d'innovation. Alors, le département d'innovation et de qualité pédagogique, c'est 11 personnes qui sont dédiées qu'au travail de l'innovation, tout ce qui est travail de mise en page, travail de gestion des supports. Et puis, on a aussi mis en place ce qu'on appelle un groupe d'innovation pédagogique. Alors eux, ce sont des formateurs principalement. Des formateurs qui nous font remonter l'innovation, parce que l'innovation, ce n'est pas du top-down, au contraire, c'est une innovation ouverte et on fait collaborer beaucoup de formateurs. Voilà, on a mis en place une méthode sur l'innovation, on a un outil de mesure. J'entendais parler avant de dire qu'il fallait effectivement que ça parte de l'idée pour aller dans la main. Effectivement, on utilise le TRL qui est beaucoup utilisé en recherche pour qualifier les différentes innovations et pour les structurer aussi quelque part. Voilà. La politique pédagogique, je suis désolé, je suis obligé de me tourner pour que je vois à peu près la même chose que vous. On a mis en place une politique qui travaille principalement sur la scénarisation. La scénarisation, c'était un petit peu le point faible, et notamment le point faible de PowerPoint, qui est extrêmement décrié, mais très très utilisé dans la formation professionnelle, parce que c'est un très bon système pour faire du contenu, mais pour de la scénarisation, ce n'est pas forcément l'outil idéal. Voilà, donc on a travaillé sur la mise en place d'objectifs, des progressions par étapes, des activités et des outils pédagogiques. Je balaye très rapidement la méthode, c'est notre méthode, ça en vaut une autre, il en existe plein dans le monde de la pédagogie. On se base principalement sur notre élément de base qui sont les situations, c'est à cause de ça qu'on l'a appelé la méthode PEPS, c'est pédagogie par situation. Quelques exemples de situations qui peuvent être redondantes, c'est ce qui se passe dans le cadre d'une formation. Et puis, on a aussi des modalités pédagogiques, donc ça va des modalités expositives, applicatives, participatives, socio-constructivistes, et puis bien sûr de l'heuristique, sur laquelle on organise toutes ces activités. Et puis on va se retrouver du coup avec 25 activités associées à plus de 80 outils. Alors il est évident que je vous expose ça comme ça, il y a une pléthore de solutions et d'activités. L'idée qu'on avait derrière, c'était d'organiser tout ça. Alors, un exemple de création d'un scénario, on fixe un objectif, une situation d'apprentissage, une activité, un outil, et une durée, bien sûr, très important la durée. Il ne fallait pas que ça dépasse une certaine durée. Voilà. Et donc on a tout un ensemble, une suite, tout un ensemble d'éléments. Alors notre problématique, c'est très simple. On a 100 000 documents pédagogiques à peu près dans notre base documentaire. 100 000 pédagogiques dont 60% sont constitués sur PowerPoint. Donc il était inconcevable de repartir à zéro et d'utiliser autre chose. Du coup, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser PowerPoint en développant
un logiciel, une partie logicielle complémentaire pour pouvoir faire de la scénarisation pédagogique directement dans cet outil. Et on a repris exactement les mêmes principes, objectifs, situation, modalité, activité, outils, qu'on a mis au sein de PowerPoint. PowerPoint nous crée du coup des fiches pédagogiques, des contenus scénarisés. D'ailleurs là, ici, vous voyez qu'on n'a pas le même contenu projeté. Alors c'est dommage que vous ne voyez pas mon ordinateur qui projette quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous voyez vous. On va y revenir. Et puis un scénario et un listing de suivi de la formation. Voilà. Le principe est très simple. Vous connaissez tous PowerPoint. Vous avez des diapositives qui utilisent de ce qu'on appelle des dispositions. En fait, on a des dispositions qui sont dédiées à la pédagogie. Et donc, le formateur, quand il crée une activité, il va prendre une disposition activité et automatiquement, le système va reconnaître ça comme une activité. On va simplement lui assigner un mode. Là, par exemple, c'est la diapositive de titre. Ce qui fait que, dans le principe de base, on a beaucoup de contenu technique, on a des séquences pédagogiques, chaque couleur correspond à un mode, et puis on fait un assemblage, mais au sein du logiciel. Premier élément, créer un scénario, j'assemble des situations pédagogiques, et je crée donc un scénario qui peut se visualiser soit directement dans PowerPoint, soit avec des exports d'écran. Là, je vous montre simplement quelques fonctions d'écran. Ça, c'est la copie de la barre. Donc tout ça, ce sont des outils pédagogiques, insertion des slides pédagogiques, édition des slides pédagogiques. Nos boîtes de dialogue qui nous permettent de saisir les informations, tout ça, c'est au sein de PowerPoint, avec des exports vers Excel pour qu'on puisse traiter, notamment, ça, c'est une vision, c'est du scénario. D'ailleurs, vous voyez que la diversité des couleurs nous permet d'assurer la diversité des modalités pédagogiques. On part du principe qu'il ne faut pas qu'une modalité pédagogique dépasse 10, 12, 15 minutes maximum, et après, on change de modalité. Du coup, de passer de l'heuristique socio-constructiviste, systématiquement de l'applicatif, on change régulièrement. Et lorsqu'on a ce point de vue, on sait qu'un formateur a fait un vrai travail de scénarisation et a fait un vrai travail avec des résultats. Ça, par exemple, c'est l'écran du formateur. Pour une slide pédagogique, donc on va lui donner aussi des indications, on va lui donner un contenu, et puis, bien sûr, ça va avoir des apports. Alors, je balaye très rapidement, parce qu'il y a d'abord des apports pour la société. Je vous rappelle qu'IFP Training, avec 1200 clients, on nous demande de plus en plus d'avoir une pédagogie active avec des résultats. Donc, pour nous, c'est extrêmement simple, parce que le fichier unique contient à la fois des éléments pédagogiques et à la fois des éléments de contenu. Ce qui fait que quand les formateurs font évoluer les contenus technologiques, on fait aussi évoluer les contenus pédagogiques. Voilà. Avant, on avait un outil qui faisait la pédagogie à part et un outil qui faisait le contenu. C'était impossible à maintenir. Voilà. D'autres éléments, le déploiement est très simple, les formateurs connaissent déjà PowerPoint, il y a juste à leur apprendre à utiliser cet outil-là. Il y a aussi des apports pour le formateur, notamment en conception. Ça l'encadre pour la scénarisation. Eric reviendra plus en détail sur ce que ça lui apporte, parce qu'il s'en sert au quotidien. Il y a des fusions automatisées, on a fait tout un... 2 minutes, voilà. Alors j'accélère. Les apports pour le stagiaire, il y en a aussi. Et puis on va laisser la parole à Eric qui va nous faire une petite étude de cas de ce qu'on a appelé chez nous la pepsisation d'une formation. Merci Bernard. Bon, un vrai challenge pédagogique, 1 minute 30. Je vais vous montrer l'éclatement du PowerPoint. En fait, moi, c'est un support unique, mais qui est éclaté en une multitude d'activités pour varier les plaisirs et puis pour conserver l'attention des participants, bien entendu. L'ordinateur est par là. Oui, ça marche dans les deux sens. Vas-y. Donc, par exemple, pour démarrer un cours, le brise-glace. Donc là, vous avez la slide qui est présentée aux stagiaires et qui vous montre le principe, le but du jeu, éventuellement le timing. Et puis vous avez le double écran. Donc ça, c'est l'écran formateur avec sur la droite des petites consignes, des pense-bêtes que ne voit que le formateur. Donc voilà un exemple d'activité pour démarrer un cours, pour faire connaissance le lundi matin à 9h. Ensuite, une petite slide ici pour démarrer le matin, quand les stagiaires arrivent et s'installent. Et celle-ci, je vous la montre juste pour montrer le logo non imprimable. Bien évidemment, on ne mettra pas ce genre de slide dans un support de cours imprimé, mais bien évidemment, on le projettera. Donc le logo, là, il a été un petit peu renforcé. Voici un exemple de cours magistral. Je démarre mon cours, je démarre mon métier, c'est la géophysique pétrolière. Ce sont les échographies du sous-sol et je rappelle les objectifs à la fin du chapitre, l'apprenant blablabla. Et les objectifs pédagogiques également. Ils sont rappelés, moi, dans ma fiche pense-bête, c'est-à-dire que non seulement les objectifs, mais également des petits pense-bêtes sur le côté, donc pour atteindre les objectifs et également les outils dont j'ai besoin.
Voici mon métier, c'est les ocographies du sous-sol afin d'implanter des forages pétroliers et de produire du pétrole. Un autre exemple, après le cours structural, la présentation du cours, il faut varier les plaisirs. Donc un petit exercice au bout de 10, 15, 20 minutes, ça dépend un petit peu des participants. Donc l'exercice, les stagiaires ont la consigne, ils ont l'exercice. Je présente ou pas la solution, en tout cas ils doivent faire l'exercice. Donc voilà un exemple d'autres activités. Une activité vidéo. Alors on a des activités vidéo toutes simples, on présente une vidéo, on peut poser des questions, on regarde la vidéo, on répond aux questions. Aujourd'hui avec H5P, on peut faire des vidéos interactives, c'est-à-dire que les questions sont posées directement, le stagiaire regarde la vidéo sur sa tablette et répond aux questions sur sa tablette. On fait des workshops sur ordinateur, bien entendu, avec des logiciels métiers extrêmement lourds. Donc là encore, on a besoin d'afficher les objectifs aux stagiaires. Et nous, il faut noter, par exemple, pour transmettre ce workshop à un autre formateur, de quoi on a besoin, quelle version de logiciel, quel type de données, etc. Alors les apports, pour les formateurs, le scénario est extrêmement structurant pour ces formations. Et même si on fait du scénario sans le savoir, c'est mieux de le faire en le structurant quelque part, ici dans notre PowerPeps. On a une énorme palette de situations qui nous permet éventuellement d'inventer de nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Là, avec notre boîte à outils de situations, d'activités, on a beaucoup de choses qui peuvent se développer. On a des modèles tout faits qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent, mais c'est surtout, on peut le consacrer à autre chose, à développer le fond plutôt que la forme. Voici des commentaires de retour d'expérience de stagiaires. Le cours était dynamique et rythmé. Ce n'était pas le prompteur PowerPoint, j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure. Moi, en 16 ans de formation, bien évidemment, PowerPoint n'a jamais été mon prompteur. L'alternance, c'est très important, avec sur des durées limitées, 10, 15, 20 minutes maximum. Juste, on revient. Non, c'est fini. Voilà, et un commentaire pour finir. J'ai bien aimé la séquence pause, c'est une phrase véridique d'un apprenant. Il m'a dit que moi, ce que j'ai retenu de d'autres cours, c'est les pauses. Oui, c'était au moins une activité comme une autre. Merci. Merci. Restez s'il y a quelques questions. Avez-vous des questions ? Bonsoir. Ce serait, on va dire, une question purement technique. Je vois que vous avez modifié le code source de PowerPoint. Est-ce que c'est par exemple un partenariat que vous avez avec Microsoft ou c'est un SDK que vous avez développé en interne? C'est un SDK. En fait, on a rajouté ce qu'on appelle un add-in, c'est-à-dire c'est un rajout. Donc on a rajouté une barre menu supplémentaire. Donc là, on n'a pas la possibilité de vous montrer le cœur du logiciel, mais derrière, effectivement, c'est un développement qu'on a fait en interne, qui à la base était en VBA et qu'on a passé en Visual Studio. Voilà. Autre question ? Je vais revenir sur Jacques Dominguez. Je voudrais revenir sur le problème d'évaluation. Vous êtes là dans un champ de la formation professionnelle, formation continue. Et quand on sait, il va y avoir beaucoup de lois qui vont changer beaucoup de choses. Quand on connaît les investissements qui sont faits en matière de formation, je crois que c'est l'ordre de 37 milliards d'euros. C'est quelque chose d'énorme. Nous sommes dans une logique aujourd'hui dans les effets de la formation, dans l'évaluation des effets de la formation, sur une dynamique qui est une obligation de moyens. C'est-à-dire que quand vous allez en formation, vous allez justifier auprès de vos apprenants qu'ils ont eu les moyens d'apprendre. Et moi, je poserais bien la question de savoir quand c'est qu'on va passer une logique d'obligation de résultat. C'est-à-dire que puisqu'on a de la technologie, on a de la pédagogie, on a de la didactique et on a beaucoup d'argent, quand c'est qu'on va avoir une obligation de résultat en matière de formation. Et si est-ce que pour les entreprises, est-ce que c'est quelque chose d'important ? Alors, vous avez raison de le signaler, mais c'est typiquement franco-français, l'obligation de moyens. Dans d'autres pays, on travaille sur le système anglo-saxon, on a déjà une obligation de résultat. 80% de notre activité se fait à l'international. On ne l'a pas précisé, mais on travaille dans 5-6 langues régulièrement. Et donc, cette obligation de résultat, on l'a. Alors, le PowerPoint, pour nous, c'est aussi le point central. On n'a pas le temps de développer, mais en fait, avec la Zapette, on pilote le LMS en temps réel. On pilote les tablettes qui sont dans la pièce. Les gens prennent une tablette, le formateur, quand il change de slide, ça envoie un code URL, toutes les tablettes se synchronisent, et donc on a l'évaluation, on a tout un ensemble d'éléments avec de la vidéo interactive et tout. Voilà. Mais on est effectivement dans cette problématique qui est très internationale.
Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci, on vous applaudit.